Liesse populaire au Zimbabwe après la démission du président Robert Mugabe. La période de transition qui s'ouvre devrait être dirigée par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa. La RDC a rappelé son ambassadeur en Libye après la révélation de l'existence de marchés aux esclaves africains près de Tripoli. Objectif, connaître la situation réelle en Libye et rapatrier au besoin des Congolais. Et puis en République autoproclamée du Somaliland, toujours en quête d'une reconnaissance internationale, Moussé Bihi Abdi, le candidat du parti au pouvoir, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 13 novembre. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a remis hier mardi sa démission après 37 ans de pouvoir. Concert de klaxons et hurlements, la capitale zimbabwéenne Harare a célébré dans un bruit assourdissant la chute tant attendue du désormais ancien chef de l'État, laissant éclater sa joie et criant ses espoirs de vie meilleurs. Au pouvoir depuis près de 4 décennies, Robert Mugabe, 93 ans, a démissionné une semaine après le coup de force de l'armée. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi, l'Union africaine s'est félicitée de la décision du président Mugabe de démissionner. La période de transition qui s'ouvre désormais devrait être dirigée par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa. Il faut dire que les présidents sud-africains Jacob Zuma et angolais João Lourenço doivent se rendre ce mercredi à Harare. Cette décision a été prise avant l'annonce de la démission de Robert Mugabe. Ils étaient réunis dans la capitale angolaise pour une rencontre d'urgence du bloc régional de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Les détails. La communauté de développement d'Afrique australe note avec une grande inquiétude la crise politique en cours dans la République du Zimbabwe selon le communiqué final de l'organisation. En conséquence, le bloc régional a décidé que le président Jacob Zuma, en sa qualité de président en exercice de la SADC, et João Lourenço, en sa capacité de président de l'organe de coopération sécuritaire, se rendront au Zimbabwe immédiatement le 22 novembre dans le cadre d'une mission pour évaluer la situation. L'armée du Zimbabwe a pris le contrôle du pays dans la nuit du 14 au 15 novembre après l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa. Depuis, le président Robert Mugabe, âgé de 93 ans, refuse obstinément de se plier aux appels pressants de ceux qui le somment de démissionner après 37 ans de pouvoir. À la demande du parti au pouvoir, la ZANU-PF, le Parlement zimbabwéen était réuni mardi en session extraordinaire pour enclencher une procédure visant à destituer le chef de l'État. Nouvelle preuve de son isolement, la plupart des membres du gouvernement ont snobé le Conseil des ministres convoqué mardi matin par le président selon le quotidien d'État de Herald. Près d'une semaine après le coup de force de l'armée provoqué par son éviction, le vice-président Emmerson Mnangagwa est sorti du silence mardi pour réclamer à son tour le départ de Robert Mugabe qui dirige le pays d'une main de fer depuis son indépendance en 1980. En bref, la République démocratique du Congo a annoncé mardi qu'elle a rappelé son ambassadeur en Libye après la révélation de l'existence d'un marché aux esclaves africains près de Tripoli. Dans un communiqué, le ministre congolais des Affaires étrangères a expliqué que Kinshasa veut connaître la situation réelle en Libye et conduire au besoin une mission de rapatriement si des Congolais sont concernés. Le ministre souhaite que la question migratoire soit prioritairement inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet Afrique-Europe qui se tiendra à Abidjan. Rappelons que le Burkina Faso a également rappelé son ambassadeur en Libye. Le Niger a pour sa part convoqué l'ambassadeur de Libye. Moussé Bihi Abdi, le candidat du parti au pouvoir, a été déclaré vainqueur mardi de l'élection présidentielle du 13 novembre en République autoproclamée du Somaliland, toujours en quête d'une reconnaissance internationale. Les résultats ont été annoncés par la commission électorale.
Bihi Abdi, 69 ans, a obtenu 55% des suffrages, loin devant Abdirahman Hiro du parti d'opposition Wadani, crédité de 41% des voix. Le troisième candidat en lice, Faisal Ali Warab, qui avait déjà tenté sa chance lors de la dernière présidentielle en 2010, obtient un peu plus de 4% des voix. Les opérations de dépouillement sont terminées et le candidat du parti Koulmiye, Moussebi Abdi, a remporté l'élection et sera le président, a déclaré à la presse le président de la commission électorale, Abdi Kadir Iman Warsame. Bihi Abdi, 69 ans, officier à la retraite de l'armée de l'air et ancien ministre de l'Intérieur, est un personnage bien connu du public au Somaliland. Il préside le parti Paix, Unité et Développement depuis 2010. Il succédera au président Ahmed Mohamed Slamagno, qui ne s'est pas représenté. Les quelques 4 millions d'habitants de cette république semi-désertique, stratégiquement située sur le golfe d'Aden, espèrent que cette troisième élection démocratique depuis la déclaration d'indépendance du reste de la Somalie en 1991 renforcera leur quête de reconnaissance internationale. En effet, cette élection présidentielle a été organisée avec des garanties démocratiques dont aucun autre pays ne peut se prévaloir dans cette région agitée de la Corne de l'Afrique. Mais bien que stable et pacifié depuis plus de 25 ans, le Somaliland n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. En cause, la règle sacro-sainte de l'intangibilité des frontières en Afrique, laquelle a pourtant été transgressée lors de la création du Soudan du Sud en 2011. Attentat suicide contre une mosquée de Mubi au nord-est du Nigeria. Cette attaque, une des plus meurtrières depuis des mois, est attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. Au moins 50 personnes y ont perdu la vie. Plus de précisions à travers cet élément. L'explosion s'est produite alors que se tenaient les prières du matin à la mosquée Madina de Mubi, dans une ville frontalière du Cameroun. C'est à environ 200 km au nord de la capitale de l'état de l'Adamawa. Au moins 50 morts et plusieurs blessés en ont résulté d'après le porte-parole de la police de l'Adamawa, Othman Aboubakar. Les blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région pour être soignés en urgence. C'est l'attentat le plus meurtrier perpétré dans la région du Nord-Est depuis une embuscade tendue en juillet contre un convoi transportant les membres d'une mission de prospection pétrolière dans l'état voisin du Borno qui avait fait 70 morts. En effet, le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée et a déclenché ses explosifs durant les prières. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais les regards sont orientés vers Boko Haram, ce dernier menant régulièrement des attaques contre les villages. Le groupe avait envahi Mubi fin 2014, alors que ses combattants s'emparaient de nombreuses localités et territoires dans le nord-est du Nigeria pour y établir un califat islamique. Mais le centre économique de l'état de l'Adamawa, qui abrite aussi l'université régionale, était paisible depuis que l'armée et la milice civile d'autodéfense avaient chassé les insurgés. L'État avait connu un retour au calme fragile depuis des mois, comparé à l'État voisin du Borno, épicentre du conflit qui n'a connu aucun répit. Mais récemment, les attaques djihadistes ont repris dans cette région qui abrite plusieurs camps de Boko Haram. Accusé d'accointance avec des groupes armés, mais incontournable dans les médiations de paix, le Tchad est devenu un partenaire majeur de la Centrafrique, autant indispensable qu'encombrant pour Bangui. Cet intérêt tout particulier du Tchad porté à la Centrafrique est lié à une psychose du dirigeant tchadien Idriss Déby Itno quant à ses frontières avec le Soudan et la République centrafricaine, réputée poreuse et théâtre de trafic de tout genre. Reportage. Pointé du doigt pour connivence avec cette coalition de milices à dominante musulmane, responsable d'innombrables violences contre les populations, N'Djamena avait alors fermé son ambassade, la frontière entre les deux pays, et rappelé ses troupes présentes en Centrafrique dans la force de l'Union africaine, MISCA, après des accusations des actions sur des civils. Ces actions ont été étayées dans un rapport de l'ONU en juin, suscitant la colère de N'Djamena, qui a vu des allégations mensongères
et annoncé l'ouverture d'une enquête interne dont on n'a plus jamais entendu parler. Malgré tout, la Centrafrique a besoin du Tchad dans sa recherche de la paix, incontournable dans la tentative de médiation menée par l'Union africaine et la communauté économique des États d'Afrique centrale. N'Djamena a la même mise sur les négociations, quitte à imposer son tempo, qui est celui de l'amnistie pour certains chefs de groupes armés, selon un observateur des relations entre le Tchad et la République centrafricaine. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a promis récemment une justice implacable pour les auteurs de crimes commis ces 3 dernières années, mais aussi donné des gages aux groupes armés en nommant plusieurs de leurs représentants au gouvernement. Toutefois, la position du Tchad reste stratégique pour la pacification du pays. Le Niger est sur le point de se conformer aux critères de convergence de l'UEMOA en matière de l'emploi et de santé. Les experts du pays, avec l'appui technique de l'OMS, ont validé cette semaine à Niamey le plan d'action. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. En conformité avec les critères de convergence de l'UEMOA, les experts et cadres des ministères en charge de la santé et de l'emploi ont procédé à la validation du plan d'action sur l'emploi en santé et la croissance économique et d'identification des interventions prioritaires pour le Niger. Le ministre nigérien de l'Emploi, qui a salué le travail fourni par les experts, a cependant relevé quelques contraintes liées à la problématique de l'emploi et à la croissance économique. Mais il importe de souligner que si le phénomène du chômage et de sous-emploi constitue l'une des préoccupations majeures de tous les pays africains, et l'est davantage pour les pays à faible revenu comme le nôtre. En effet, il est unanimement reconnu que le concours de plusieurs facteurs, tels que la forte croissance démographique, la faiblesse du tissu économique et la faible capacité institutionnelle en termes de création d'emplois, continuent de provoquer une forte distorsion entre l'offre et la demande d'emploi, entraînant de facto un accroissement du chômage et du sous-emploi. Pour atteindre l'objectif santé pour tous en 2030 défini par l'OMS, les États doivent disposer d'un personnel de santé en quantité et en qualité, seul le vecteur d'une croissance économique. Sans ressources humaines en santé compétentes, motivées, équitablement réparties et bien équipées pour satisfaire la demande des populations en soins et en services de qualité, nous ne pourrons pas atteindre en 2030 la couverture sanitaire en santé. Aujourd'hui, les investissements dans les ressources humaines en santé dépassent largement le cadre social. Ils sont aussi porteurs de croissance économique et doivent être réalisés tout au long de la chaîne de formation, de recrutement, de déploiement, de fidélisation des agents de santé. L'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé au Niger a permis de réaliser quelques actions prioritaires. On peut entre autres noter la formation des agents de santé de base ainsi que la réalisation de plusieurs études. Ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.